J'ai un scoop pour vous qui risque de vous révolter. Pendant que l'on organise des COP, que l'on milite pour des politiques climatiques ambitieuses, que beaucoup bouleversent leur mode de vie pour le rendre plus responsable, des entreprises prospèrent tranquillement en brûlant notre planète. Bon, ok, ce n'est pas vraiment un scoop. Si je vous dis que 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions mondiales de CO2, ça paraît un peu abstrait. Pourtant, il suffirait d'en prendre 3. Les 3 multinationales les plus polluantes de la planète. Si ce trio était un pays, il serait le 3e pays au monde le plus émetteur derrière la Chine et les États-Unis. Saudi Aramco, Gazprom, China Energy, ces noms ne vous disent sûrement rien du tout. Et pourtant, ces 3 géants industriels sont les plus grands responsables du chaos climatique que nous vivons. Et ils ne comptent pas du tout s'arrêter là, puisque polluer rapporte gros. Tant pis pour l'incendie inarrêtable. Le capitalisme a fait son choix, plutôt ça que de perdre son règne, écrivait Marguerite Duras en 1984 déjà. Vous voulez comprendre comment tout cela est possible? Ça tombe bien. Michael Correa a écrit un livre sur les redoutables stratégies de ces multinationales pour éterniser notre addiction aux énergies fossiles, et il est mon invité aujourd'hui. Michael Correa, bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes journaliste pour Mediapart au sein du pôle écologie. Vous travaillez sur la réponse à la question climatique dans les cercles du pouvoir politique et économique, mais aussi sur les blocages et conflits d'intérêts qui entretiennent le statu quo en matière de lutte contre la crise climatique. Et c'est exactement ce dont parle votre livre, Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. C'est une enquête fouillée sur 2 ans qui est à la fois passionnante et absolument terrifiante, je dois l'avouer. En introduction, vous citez Michael Mann, qui est l'un des scientifiques les plus reconnus au monde, qui a d'ailleurs inspiré le personnage joué par Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up, qui dit « La grande tragédie de la crise climatique, c'est que 7,5 milliards de personnes doivent payer le prix sous la forme d'une planète dégradée pour que quelques dizaines d'entreprises polluantes puissent continuer à faire des profits records. » Les 3 entreprises sur lesquelles vous avez enquêté, donc Saudi Aramco, Gazprom et China Energy, symbolisent ce que vous appelez la sinistre trinité des énergies fossiles. Pour comprendre déjà et brosser un peu un tableau, puisque finalement ces noms de ces 3 grandes multinationales les plus pollueuses au monde, on ne les connaît pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui elles sont et pourquoi elles sont aussi dangereuses aujourd'hui ? Quelles sont déjà, c'est des études. Moi, j'ai vu ce listing-là qui date de 2017 un peu. Ce qui est déjà hallucinant, c'est que c'est un listing qui a très très peu tourné. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce listing qui est apparu en juillet 2017, ce listing des multinationales les plus polluantes. Ouais, les 100 multinationales les plus polluantes au monde qui émettent à elles seules 71% des gaz à effet de serre. Donc c'est gigantesque. Déjà, je trouve hallucinant que l'info avait pas beaucoup tourné, mais c'est vrai que comme tout bon journaliste, j'ai regardé c'était quoi le listing. Je m'attendais à voir savoir qui sont ces des entreprises, boîtes comme Shell, Total, Exxon, etc. qu'on connaît tous. Au fait, oui, j'ai vu les 3 premières que je connaissais pas du tout, quoi. Alors, pour dresser un petit portrait, la première, mais vraiment de loin, qui pollue le plus depuis 1988, donc qui est quand même l'année de création du GIEC. Et même maintenant, on sait que c'est la plus polluante depuis 1965. Donc, c'est Aramco, qui est le géant du pétrole saoudien. C'est le premier exportateur mondial et producteur de pétrole. C'est une boîte qui émet chaque année quasiment 2 milliards de tonnes de CO2 par an. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 4 fois et demi ce qu'émet la France chaque année, quoi. Alors, c'est une boîte qui est gigantesque dans le sens où elle est assise sur 10% des réserves mondiales de pétrole. Elle a à peu près encore 70 ans d'exploitation de pétrole en réserve. Et c'est surtout, elle est un peu connue, mais plutôt des milieux financiers, parce que c'est la boîte la plus rentable au monde. Elle fait à peu près 110 milliards de bénéfices nets chaque année. C'est vraiment loin, très loin devant Apple ou Microsoft, quoi. Et vous racontez d'ailleurs dans le livre son introduction en bourse et toute l'excitation que ça génère. Qui s'est passé en décembre 2019. Ça a été un petit ballon d'essai qui a été fait de la part d'Aramco. Ils ont mis 1,5% de leur capital en bourse pour voir ce que ça allait faire. En quelques minutes, ils ont amassé plus de 25 milliards de dollars. Ils ont crevé le plafond, le record qui était obtenu par Alibaba, qui est le géant du commerce en ligne chinois, quoi. Aujourd'hui, depuis qu'elle est en bourse, la boîte, elle vaut 2000 milliards de dollars sur les marchés, quoi. Donc, c'est une boîte qui pèse très, très lourd. Ce qui est cynique avec cette boîte, c'est vraiment Amin Nasser, qui est le PDG de cette boîte-là. Je le cite pas mal dans le bouquin. Une des phrases qu'il aime à sortir en conférence internationale, c'est « le pétrole a un rôle clé à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre ». C'est vraiment pour dire l'absurdité de ces gens-là. La deuxième boîte la plus pollueuse, c'est China Energy, donc elle qui est totalement inconnue du grand public.
C'est le premier constructeur de centrales à charbon dans le monde. C'est un des grands leaders du charbon. C'est une boîte qui est très opaque. C'est vraiment la boîte sur laquelle j'ai eu plus de mal à enquêter. Et la troisième, qui est un peu plus connue, peut-être qu'on en parlera après, notamment à travers le milieu du football, c'est Gazprom. C'est le géant russe, quoi, qui est vraiment lié au clan Poutine. Pour montrer vraiment l'imbrication avec l'État russe, c'était l'ancien ministère soviétique du gaz, au fait, qui a été privatisé en 89 et qui s'est nommé depuis Gazprom. C'est une boîte aussi qui, je le raconte un peu dans le bouquin, a pas mal bénéficié de la force de travail des détenus du goulag durant les années soviétiques. Pour vous dire un peu à quel point on est complètement accro à cette boîte-là, elle fournit 40% du gaz qui est consommé en Union européenne et notamment en France. Et la grosse puissance de cette boîte-là, c'est que elle a un gros réseau de pipeline pour nous abreuver de gaz. En gros, la tuyauterie qu'elle possède sur Terre, pour donner encore une image, elle peut faire 4 fois le tour de la Terre. Pour résumer, en gros, ces 3 boîtes, si elles étaient un pays, ce serait le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde, quoi. Ce qui est assez hallucinant d'ailleurs dans votre livre, c'est que finalement, vous le disiez, Exxon, BP, Shell, Chevron, on connaît, on les considère comme justement les criminels climatiques connus en quelque sorte, mais en fait, à côté de ces 3 boîtes, ils ont l'air de petits joueurs. Oui, elles sont bien loin devant. Je sais plus, je peux plus te dire les chiffres par rapport à Exxon, mais c'est vraiment gigantesque en termes de réserves de gaz, quoi. Vraiment, je pense, leur coffre-fort, c'est vraiment cette question-là des réserves énergétiques mondiales. Il y a vraiment une grande stratégie actuelle, par exemple, de Gazprom, c'est d'ouvrir un nouveau front, enfin d'essayer. Ils sont en train d'ouvrir un nouveau front dans l'Arctique, où il y a à peu près un quart des réserves pétro-gazières qui n'ont pas été encore explorées. Donc il y a un vrai enjeu. C'est une des nombreuses stratégies que j'essaye de dévoiler dans le bouquin. Il y a un vrai enjeu sur qui c'est qui va posséder les plus grandes réserves énergétiques mondiales pour continuer jusqu'à la fin, jusque vraiment la dernière goutte. Ça, c'est ce que dit Amin Nasser aussi, hein, jusqu'à la dernière goutte, on va vous abreuver de pétrole. C'est un enjeu stratégique majeur pour ces boîtes-là. Et c'est vrai que par rapport à Exxon, Shell ou Total, que ce soit en termes de réserves comme en termes de valeur boursière sur les marchés, c'est vraiment des petits joueurs, effectivement, quoi. Et en termes de cynisme aussi, pour être honnête, en lisant votre livre, j'ai plusieurs fois eu envie de me pendre légèrement ou de prendre les armes, d'avoir vraiment une colère immense en me disant mais comment c'est possible en fait. J'arrêtais pas de crier, de surligner, de crayonner, de me dire mais comment c'est possible. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus frappé en menant cette enquête sur ces 2 années? Je pense qu'il m'a le plus marqué, l'air de rien, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, on parle de boîtes saoudiennes, chinoises, russes, c'est vraiment leur ancrage en France, en fait. C'est vraiment des boîtes qui sont extrêmement enracinées dans notre pays. Pour donner 3 exemples sur les 3 boîtes, Aramco, par exemple, un laboratoire secret, enfin extrêmement confidentiel en tout cas, qui est situé à Rueil-Malmaison, c'est juste derrière le quartier de la Défense à Paris. Le but de ce laboratoire-là, qui est hébergé par l'Institut français du pétrole, qui est une grande institution scientifique française, c'est de continuer à travailler sur les moteurs à essence. En gros, il y a une bande de scientifiques qui travaillent secrètement à continuer à optimiser, à nous faire vendre des voitures à essence. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a quand même à 10 km de Paris, qui est quand même la capitale, une des capitales européennes où on meurt le plus de la pollution automobile, à 10 km de cette capitale-là, il y a le plus grand criminel climatique de l'histoire qui est en train de travailler secrètement à toujours nous faire consommer de l'essence, quoi. Pour améliorer le rendement en fait, des moteurs thermiques aujourd'hui. Des moteurs, ce qui est une arnaque intellectuelle que je démonte vite dans le bouquin, dans le sens où on a des rendements d'à peu près 1% par an grâce à l'optimisation des moteurs. Le trafic à côté, il augmente de 3% par an. Donc, l'un dans l'autre, les progrès qu'on fait avec les moteurs, il est complètement perdu avec l'augmentation du trafic, quoi. Et donc, on a vraiment cette institution française, là, l'IFP, qui travaille vraiment pieds et mains liés avec Aramco. Ils ont même conçu, encore une fois ici en France, un master spécial pour Aramco. Ils forment une élite scientifique qui va ensuite partir en Arabie Saoudite pour travailler dans les laboratoires de recherche de cette boîte-là. Autre exemple, autre boîte, China Energy. Il faut savoir qu'en 2019, lors de la venue de la Chine, une rencontre officielle de la Chine, Macron accueille la délégation chinoise donc à l'Élysée. Il y a un contrat qui a été très peu médiatisé, qui a été signé entre EDF et China Energy. C'est un contrat pour construire un parc éolien au large de la Chine, quoi. C'était vraiment pour faire le greenwashing, parce que la puissance électrique de ce parc éolien est vraiment ridicule par rapport à ce que fait China Energy à côté.
Le pire, c'est que EDF, qui dit que nous, on n'a plus que 2 centrales au charbon en France, continue à avoir du capital dans des centrales au charbon co-détenues avec China Energy. Je les ai interrogés là-dessus, ils n'ont pas su quoi répondre, ils ont dit qu'ils n'avaient toujours pas de plan pour sortir de ces centrales au charbon extrêmement polluantes en Chine. Il y a une étude dans Nature, qui est quand même une grande revue scientifique, qui a démontré que ces centrales-là, co-détenues par China Energy et EDF, c'était des centrales qui devaient être fermées depuis au moins 2020, quoi. C'est vraiment des centrales extrêmement polluantes, c'est vraiment de la technologie extrêmement obsolète, quoi. Pour donner un dernier exemple, donc c'est Gazprom. Donc ça, c'est vraiment le PDG de Gazprom en France qui me le raconte. J'ai pu le rencontrer. C'est vraiment le début du bouquin. Bon, il est extrêmement implanté en France grâce à la libéralisation du marché imposé par Bruxelles, quoi. C'est vraiment Bruxelles qui va dire à la France, faut vous ouvrir votre marché du gaz et casser le monopole de Gaz de France, quoi. Aujourd'hui, Gazprom en France, elle fournit du gaz à plus de 15 000 collectivités et entreprises. Il y a des grosses boîtes comme Foncia, Mercedes-France, etc. Il y a aussi Nantes Métropole, il y a l'Université de Strasbourg. Il y a même le ministère de la Défense et le Conseil de l'Europe à Strasbourg qui m'a avoué du bout des lèvres que oui, pendant un moment, ils avaient eu un contrat d'approvisionnement par Gazprom, quoi. Et le comble de l'ironie, c'est que, ça c'est la joie du néolibéralisme actuel, c'est que depuis 1975, la France a un contrat avec Gazprom qui a été renouvelé là jusqu'en 2030 pour fournir un quart du gaz à Engie, quoi, à ex-EDF, quoi. Donc il y a Gazprom qui fournit aussi du gaz à son concurrent direct en France, quoi. Alors, ce qui m'a le plus frappé aussi en lisant votre livre, c'est que en fait, on voit que malgré toutes les alertes scientifiques, on est sur la plupart de ces boîtes que sur des tendances qui sont à la hausse, ou du moins au maintien. Donc, vous utilisez l'expression mettre le feu au monde. Enfin, oui, attiser les flammes du brasier climatique. Attiser les flammes du brasier climatique, alors que justement, la plupart des scientifiques disent que si on veut rester sous la barre des 1,5 degrés, en fait, on doit interdire toute nouvelle structure. Et il y a à peu près 1/5 des projets fossiles qui doivent aujourd'hui être démantelés, ce qui n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous pouvez donner des exemples justement sur chacune de cette espèce de fuite en avant en fait, qui montre qui donne l'impression que toutes les politiques climatiques qu'on peut mettre en place à côté reviendraient à essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau, quoi. C'est vrai, c'est vraiment la dimension. Enfin, le mot criminel, il a vraiment pas été choisi au hasard. Effectivement, il y a une avalanche de rapports scientifiques qui, depuis des dizaines d'années, nous dit qu'il faut arrêter maintenant les fossiles. Il y a celui que tu cites, qui est celui de l'Agence internationale de l'énergie, qui date de mai 2021. C'est vraiment pas un repère d'écolo. En plus, qui a dit effectivement, là, il faut vraiment arrêter dès aujourd'hui tout nouveau projet d'extinction. Il y a les Nations Unies aussi qui alertent chaque année, on a toujours les mêmes chiffres. Il faut baisser en gros de 3 à 4% notre production de pétrole et de gaz d'ici à 2030, 11% pour le charbon. Il y a le GIEC qui nous alerte quand même, qui nous a encore alerté au mois d'août dernier pour dire qu'on fonçait droit dans le mur. On a à peu près 1,2 degré de réchauffement climatique. Et ça, on l'a bien vu à la COP. Les pays du Sud nous l'ont martelé, que ce soit les chefs d'État comme les activistes. OK, pour vous, les pays du Nord, 1,5 degré ou un petit dixième de degré, c'est une statistique. Mais pour nous, c'est vraiment synonyme de plus d'ouragans. C'est une question de vie ou de mort, exactement. C'est plus de tornades, plus d'ouragans, plus d'inondations. C'est les îles du Pacifique qui disparaissent. C'est 700 000 Bangladais qui tous les ans, doivent changer de foyer à cause de la montée des eaux. Et aujourd'hui, quand même, dans le nord industriel, on commence à s'apercevoir de ces morts-là. Enfin, je veux dire, cet été, en Belgique, en Allemagne, il y a quand même eu plus de 200 morts à cause de grandes inondations qui étaient dues au réchauffement climatique. Or, le truc, c'est que ces boîtes-là, malgré tout ça, elles ont pas fixé un horizon pour dire stop. Elles n'ont pas commencé à réduire leur production. Elles n'ont même pas commencé à les stabiliser, ce qui serait déjà un drame, au fait. C'est qu'au contraire, chacune de ces 3 boîtes, en moyenne, d'ici 2030, elles ont décidé d'augmenter de 20% leur production d'énergie fossile, quoi. Donc, il y a vraiment ce projet extrêmement mortifère de continuer à nous abreuver, d'où cette dimension, encore une fois, ce mot de criminel climatique que j'emploie de façon pas du tout innocente, quoi. Total, c'est pareil, hein, pour revenir aussi à des cas plus français. Total, là, ils ont annoncé lors de leur dernier AG en mai dernier qu'ils allaient augmenter de quasiment 1/3 leur production de gaz d'ici 2030, quoi. C'est complètement fou de sortir ça, quoi. This is fine.
Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est d'ailleurs un analyste de l'Agence internationale de l'énergie qui dit qu'il a refait le calcul 3 fois, qu'il pensait que c'était faux, qu'il a trouvé ça complètement fou. Oui, pour les centrales au charbon, je crois. Entre 2002 et 2018, les industriels chinois ont augmenté de 40% le nombre de centrales à charbon sur la planète. Ouais, c'est gigantesque. Donc ça, c'est déjà un sujet, mais il y a aussi un autre sujet dont vous parlez, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que la Chine devrait fermer toutes ses centrales à charbon d'ici 2045, et elle continue d'en construire. Et il y a toute cette problématique autour des centrales zombies, c'est-à-dire à cause de la dérégulation de centrales qui ont été construites et qui continuent à prospérer en Chine. Et dernière chose que j'avais notée aussi, c'est que justement, même si toute la planète s'arrête de brûler du charbon, ces centrales, à elles toutes seules, en fait, ces centrales zombies, elles pourraient faire échouer l'accord de Paris, quoi. Oui, c'est quelque chose qui a été assez... moi, j'appelle ça une vraie bombe climatique en train de se sevrer de façon complètement discrète aujourd'hui en Chine. Il y a eu l'annonce de Xi Jinping là, en septembre dernier qui disait, tout le monde a salué ça, on va arrêter de construire des centrales au charbon à travers le monde. Bon, le truc, c'est qu'on n'a toujours pas déjà un calendrier à l'heure actuelle, donc on ne sait pas si ces centrales, qui sont notamment énormément construites par China Energy, vont arrêter. Mais effectivement, il y a un projet, alors aujourd'hui en termes de capacité électrique, ça équivaut à toutes les centrales au charbon qu'il y a sur les États-Unis, qui sont en cours de construction de façon totalement discrète en Chine. C'est des activistes américains qui ont découvert un peu ça par hasard avec des photos satellites, quoi. Ils sont passés à plusieurs mois sur des sites et puis ils commencent à voir qu'il y a des réacteurs, enfin il y a des grandes cheminées de centrales au charbon. Alors qu'à côté de ça, la Chine se targue de faire la neutralité première, carbone d'ici 2060. En fait, ce qui est marrant avec ce cas-là, c'est que ça permet de déconstruire un peu les clichés qu'on a autour de la Chine, de dire oui, on a un État chinois extrêmement centralisé, qui a un pouvoir très autoritaire et qui peut décider ce qu'il veut. Donc Xi Jinping a annoncé cette neutralité carbone. Ça fait quelques années qu'il parle de grandes civilisations écologiques, etc. Enfin, on voit qu'il y a des messages comme ça du Parti communiste chinois qui veut essayer de prendre cette vague-là de la neutralité carbone. Premier producteur d'énergie renouvelable. Qui est aussi le premier, effectivement. Mais au fait, il y a des rapports de force tellement intenses au sein de la Chine, et China Energy est tellement puissant qu'il y a un lobby, effectivement, qui s'opère en Chine, quoi. China Energy a empêché, et ça c'est assez hallucinant, qu'il n'y ait pas de ministère de l'énergie en Chine, hein, ça n'existe toujours pas. Et effectivement, ils ont réussi à contrer ces ordres-là qu'avait donné l'État chinois, de dire aux provinces, aux différentes provinces, aujourd'hui, vous arrêtez de donner des permis de construction à ces grands opérateurs chinois, quoi. China Energy est passé outre toutes ces autorisations, et effectivement, il y a ce parc zombie qui est en train d'être aujourd'hui construit, qui est une vraie bombe climatique, effectivement, et qui peut faire dérailler à lui tout seul les accords de Paris. Et alors justement, par rapport aussi à China Energy, on sait que, je m'attarde dessus parce que le charbon est quand même le premier contributeur du réchauffement climatique. On sait que aussi à travers ce que vous racontez dans votre livre, c'est qu'à travers les nouvelles routes de la soie, en fait, il y a une sorte de néocolonialisme. Alors vous l'appelez le néo-CO2 colonialisme, qui a lieu à la fois en Asie du Sud et à la fois en Afrique, où la Chine, en fait, inonde ces pays de centrales à charbon, alors qu'ils n'ont même pas la capacité, en fait, énergétique ou même structurelle, en fait, pour les gérer. Donc, il y a même pas 50% de l'électricité produite qui est consommée sur place. Et en plus, les inondent de vieilles centrales à charbon qui polluent énormément et qui créent du surendettement. Quand je parle de néocolonialisme, c'est vraiment qu'on retrouve les mêmes leviers structurels des empires coloniaux, quoi. Donc effectivement, il y a cette grande initiative géopolitique de l'État chinois, donc d'essayer de relier l'Asie du Sud et du Sud-Est et l'Afrique à la Chine. Et donc, le long de ces routes-là, on a vraiment China Energy qui va semer ses centrales au charbon. Alors c'est ça qui est terrible, c'est sur des pays qui sont en première ligne du réchauffement climatique, quoi. C'est l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Kenya, etc. Donc effectivement, comme tu dis très bien, le réseau de distribution d'électricité est encore tellement faible dans ces pays-là que, par exemple, au Bangladesh, il n'y a même pas 40%
de l'électricité qui est produite par ces centrales climaticides qui arrive jusqu'aux habitants, quoi, parce qu'il n'y a pas les tuyaux, il n'y a pas les fils électriques qui arrivent jusque-là. Le pire, c'est qu'il y a quand même eu un soulèvement populaire de plus de 3000 villageois contre une centrale qui a été mise en place. Et ils ont fait face à une répression policière énorme. Il y a eu plus de 5 morts. On a vu ça aussi au Kenya en 2018. Human Rights Watch avait pas mal alerté sur cette question-là. Un autre levier colonial, c'est qu'ils embauchent principalement une main-d'œuvre chinoise, donc ils vont même pas créer de l'emploi local à partir de ça. Et l'autre levier qui je trouve assez effarant, oui, c'est la question de la dette, quoi. Aujourd'hui, la Chine possède 70% de la dette extérieure de l'Indonésie, et à peu près la même chose au niveau du Kenya. Cette question de la dette, on le sait avec la France-Afrique, c'est vraiment une question ça permet vraiment de tenir un pays à part entière. Et effectivement, ensuite, pour terminer, comme tu dis très bien, c'est les technologies qui sont installées là-bas. On met vraiment les technologies les plus dégueulasses, en vrai, parce qu'il n'y a aucun code de l'environnement, donc ces boîtes-là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. On estime aujourd'hui que dans l'Asie du Sud-Est, il y a à peu près 100 000 personnes qui décèdent à cause de ces centrales au charbon, quoi. En gros, il y a cette image terrible que je le mets dans le bouquin. En gros, il y a les grands actionnaires du Nord, dont EDF, qui vont empocher l'argent de ces centrales, qui vont mettre dans leur poche l'argent de ces centrales, et on va avoir la suie, le charbon de ces centrales qui vont rentrer dans les poumons des plus pauvres des pays du Sud, quoi. Donc c'est vraiment un néocolonialisme qui est terrible. En fait, ce qui est inquiétant avec tout ce que vous décrivez dans le livre, c'est que ce ne sont que des tendances qui montrent que les choses vont s'aggraver avec le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, ces pays sont bloqués dans une dépendance aux énergies fossiles. Oui. Et par exemple, je pense aussi à l'exemple de Aramco, où vous parlez du fait que en fait, le plastique va être l'avenir du pétrole, puisque même si on utilise moins de carburant, eh bien finalement, Aramco est en train de développer énormément de filières de pétrochimie pour pouvoir pour inonder d'autant plus de plastique la planète. C'est la nouvelle voie de valorisation du pétrole. On commence à se dire que d'ici 2040, on pourrait plus utiliser le pétrole pour produire du plastique que pour produire de l'essence pour les voitures, quoi. Il y a un marché gigantesque. Aramco l'a très bien compris. Il y a Total aussi qui se met là-dessus, qui a un projet à plus de 5 milliards d'euros en Arabie Saoudite pour créer une raffinerie flambant neuve, donc avec Aramco. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a dit lui-même que c'était le nouvel avenir de l'industrie pétrolière. Ce qui est assez terrible en termes de technologie, parce que ça c'est tout un autre pan du bouquin où on voit vraiment qu'il y a un grand effort qui est mis dans les technologies par ces boîtes-là. Il y a une technologie. Alors, les financiers disent que ça va être révolutionnaire. Moi, je trouve que c'est vraiment mortifère. Il y a une technologie qui s'appelle le crude oil to chemicals. C'est vraiment le but, c'est de transformer directement du pétrole en plastique. Ce qui est terrible avec cette technologie-là, c'est que ça double la rentabilité du pétrole, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore une fois, une des boîtes les plus rentables au monde est en train de mettre des centaines de milliards d'euros dans une technologie qui va doubler la rentabilité d'un produit qui est en train de menacer l'humanité tout entière. Et ça, dans une décennie, on sait tous on est dans la décennie fatidique où il faut aujourd'hui stopper à tout prix le pétrole. Donc oui, le plastique, pour moi, c'est vraiment un des angles morts de la crise du chaos climatique actuel et sur lequel on écrit encore malheureusement peu, quoi. Il y a une tonne de plastique qui tombe dans les océans toutes les 3 secondes. Juste pour dire le volume. C'est à peu près 20 fois mon poids, une tonne, pour donner une idée. Ça, quoi. En tout cas, rien qu'aujourd'hui, la production de plastique, ça équivaut à ce qu'émet l'Allemagne en termes de CO2. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore dans l'ombre et qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui. Et on voit que ces criminels climatiques ont déjà 10-20 ans d'avance sur l'alerte qu'on est en train de donner depuis. Et ils prévoient de doubler la production d'ici 2050. Donc c'est en termes de biodiversité, etc. Et ce que vous montrez aussi, c'est que même avec les projets de Total en Arctique, le cynisme va même jusqu'à profiter des effets du réchauffement climatique en se disant chouette, ça nous offre de nouveaux gisements et on va gagner encore plus d'argent pour aller chercher ces ressources inexploitées, quoi. Oui, c'est un des points les plus cyniques du bouquin, c'est cette espèce de cercle infernal. Ça veut dire que aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, historiquement, il y en a principalement ici et là. En tout, il recouvre 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Qui est en train de dégeler, au fait. Et on s'aperçoit qu'il y a des quantités gigantesques de méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant,
qui est en train d'être libéré. Il y a quelques années, au-delà du méthane, ça a libéré aussi des bactéries. Alors on est en pleine pandémie, mais à l'époque, ça avait libéré de l'anthrax. Oui. Ils ont quand même dû abattre 100 000 rennes dans la région. Il y a un enfant de 12 ans autochtone qui était mort de cette libération-là d'anthrax, quoi. Et surtout, il y a une grosse question qui est posée par le dégel du permafrost et des virus qui sont encapsulés dedans. Exactement, mais en plus de l'anthrax, il y a effectivement tout ce méthane, tout ce CO2 qui est en train d'être libéré, et donc qui accroît la fonte des glaces au pôle Nord. Et du coup, effectivement, les réserves pétrogazières, encore une fois, il y a un quart des réserves pétrogazières encore inexploitées qui sont là-dedans, ça permet un accès beaucoup plus facile à ces entreprises-là. Donc Gazprom est vraiment pionnier sur cette question-là parce qu'il bénéficie de l'appui de l'État russe. Quand il y a Greenpeace en 2013 qui va commencer à alerter là-dessus, parce que Gazprom est en train de construire une plateforme d'extraction de pétrole, c'était pas de gaz mais de pétrole à cette époque-là. Bon, il y a Poutine qui va appeler le FSB, les services secrets russes, qui va raisonner de façon extrêmement violente les militants de Greenpeace et qui vont passer plusieurs semaines de prison avant d'être libérés, quoi. En rappel sur la façade du siège français de Gazprom à Paris, des militants de Greenpeace. Ils demandent la libération des 30 activistes arrêtés il y a plus de 3 semaines en mer de Barents, alors que leur navire, l'Arctic Sunrise, s'approchait d'une plateforme pétrolière du géant russe de l'énergie. Il y a Total aussi qui a mis ses billes, je l'ai expliqué dans pas longtemps sur Mediapart, qui a un méga projet d'extraction de gaz dans un des derniers grands écrins de biodiversité de la planète. Eux, ils ont une zone d'exploitation qui est aussi grande qu'un département comme le Vaucluse, quoi. Donc il y a vraiment tout le monde qui est en train de mettre ses billes. Oui, c'est vraiment la ruée vers l'Arctique. C'est le nouvel Eldorado climaticide pour ces grandes entreprises-là. Aujourd'hui, nous partons conquérir le nouveau monde, pour la gloire et pour l'or. Alors justement, quand on vous dépeint ce tableau, on se demande d'une certaine manière, on a la sensation en fait qu'on ne peut rien faire pour arrêter ces 3 multinationales. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, justement, si vous expliquez aussi dans les stratégies, comment est-ce qu'elles arrivent à maintenir cette addiction aux énergies fossiles et comment justement elles sont d'une certaine manière intouchables? Comment c'est explicable qu'elles soient intouchables aujourd'hui? Une des façons, au-delà des liens avec les États, c'est ce qu'on a déjà un peu déblayé. Bon, il y a déjà tout un écosystème financier au fait qui les abonde naturellement. C'est des boîtes qui ont besoin d'énormément de capitaux pour vraiment toujours alimenter cet expansionnisme fossile. On sait qu'à peu près entre fin 2015, donc c'est la signature des accords de Paris, et début 2019, l'industrie bancaire mondiale privée a mis 2000 milliards de dollars dans cette industrie-là. Alors c'est un chiffre énorme, qui a l'air pas mal aussi sur le fait qu'on n'arrête pas de nous marteler que la transition écologique coûte énormément cher, et qui entre aussi quand même pas mal en résonance avec ce que Emmanuel Macron nous sort à chaque grande conférence climatique, c'est que la solution, c'est la finance verte, quoi. Il a même créé plusieurs consortiums, plusieurs organisations bancaires pour essayer de faire une finance verte, entre guillemets. Bon, ce que ça montre, c'est que la finance, c'est pas la solution, mais c'est bien au contraire le problème. Pour montrer le poids de ce genre d'industrie-là, la banque la plus sale, c'est JP Morgan, qui, les 3 dernières années, a mis 200 milliards de dollars dans ces industriels fossiles-là. C'est une industrie qui était un des sponsors de la COP26 à Glasgow, qui, dans les couloirs de la COP, avait ils ont appelé ça le Resilience Hub, c'est-à-dire un espace de débat pour parler de la question climatique et justement détourner notre attention des vrais fossoyeurs du climat et dire non, c'est pas les boîtes ni les banques, mais c'est bien les consommateurs. Encore une fois, la France, elle est en première ligne de cette question-là, quoi. Les grands groupes français, là, ces dernières années, de 2016 à 2020, en gros, ils ont accru en moyenne de 20% leur financement dans les énergies fossiles. Donc, on voit comment il y a vraiment... Les banques françaises sont les premières financeuses des énergies fossiles en Europe. Elles font partie, elles sont dans le top des banques européennes pour ce type de financement-là. Leurs capitaux sont tellement climaticides qu'on estime aujourd'hui que les 6 grandes banques françaises, donc c'est BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, etc.,
émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français et qui nous mettent sur une trajectoire de 4 degrés. Donc c'est vraiment immense comment ces groupes-là ont un impact sur notre climat. Il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus insidieux, et ça j'ai plus démontré à travers Gazprom, c'est la question du soft power en fait. C'est vraiment une des grandes stratégies, au-delà de celles qu'on connaît un peu comme le greenwashing ou cette question-là des finances comme on vient d'en parler. Il y a Gazprom, je le disais au début, qui est un peu connu dans le monde du football parce que cette entreprise-là se dit, le Gazprom, le football, c'est le sport le plus populaire du monde. C'est une super vitrine pour se donner une nouvelle image de respectabilité. Ils ont un programme social avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour qui s'appelle Football for Friendship, où il y a déjà plus de 5 millions d'enfants issus de 200 pays qui sont passés par ce programme de football. Le cynisme, il va jusqu'à ce qu'on demande aux gamins de nommer leur équipe avec le nom d'un animal qui est menacé par l'extinction, dû au réchauffement climatique, quoi. C'est une boîte qui possède le FC Zénith, c'est un grand club, c'est le grand club de Saint-Pétersbourg, c'est un des clubs les plus populaires en Europe aussi. C'est le sponsor du Schalke aussi, qui est un grand club allemand. Et c'est vraiment, là-dessus, ils ont été très malins parce que c'est un club qui est basé dans le bassin de la Ruhr, qui est cet ancien bassin industriel, qui est une des grosses zones de stockage de gaz en Europe. Et ils ont mis aussi de l'argent en Allemagne, dans ce grand club allemand. Oui, ils ont réussi à redorer l'image de la Russie en Allemagne. Oui, voilà, aussi, exactement, puisque la porte d'entrée, je l'explique dans le livre, la porte d'entrée du gaz en Europe, c'est l'Allemagne, quoi, à travers 2 grands pipelines, dont le dernier vient d'être achevé, qui s'appelle Nord Stream. Ça rejoint directement la Russie à l'Allemagne. Et leur dernier gros coup, c'est la Champions League. We light up the football. Gazprom, official partner of the UEFA Champions League. Qui est vraiment, ils sont sponsors officiels de la Champions League, qui est une des compétitions mondiales les plus prestigieuses, et surtout la Coupe du Monde de 2018, quoi. Ça veut dire que avant la finale de la Coupe du Monde, où il y a plus d'1 milliard de téléspectateurs, ce milliard-là de personnes ont pu voir un clip à la gloire de Gazprom, quoi. Donc ils utilisent vraiment et les logos absolument partout dans avec le les logos de foot, partout, sur les maillots de on foot, le voit tous, c'est la couleur bleue, le logo, c'est un logo avec une flamme qui commence à être de plus en plus connu. Voilà, ils usent vraiment de ce sport roi pour se donner une nouvelle image, essayer de se dépêtrer, notamment en Europe de l'Est, de cette mauvaise image qu'on a de la Russie et de Poutine, quoi. C'est assez malin de leur part. Et Gazprom est assez représentatif d'ailleurs là-dessus aussi sur la question politique. Vous parlez beaucoup des revolving doors, donc des liens entre le politique et le privé. Et vous parlez notamment d'une blague qui dit qu'il est très possible que quand Poutine ne sera plus président, il sera PDG de Gazprom. De Gazprom, et que le PDG de Gazprom, Alexei Miller, sera ensuite au Kremlin. Oui, c'est c'est une blague assez populaire en Russie. Le cas le plus grotesque, c'est vraiment Gerhard Schröder, quoi, l'ancien chancelier allemand. Donc lui, il est chancelier jusqu'en 2006. Pendant tout le temps de sa mandature, il va militer grandement pour que l'Allemagne achète et fasse des contrats d'approvisionnement avec Gazprom. Quelques mois après, je crois que c'est 2-3 mois après qu'ils perdent l'élection en 2006, il devient, et il l'est toujours, président du conseil de surveillance de Nord Stream, quoi, qui est vraiment ce consortium-là qui gère les pipelines privés, quoi. Il y a vraiment cette grande politique à Gazprom de revolving doors, ce qu'on appelle les chaises tournantes, d'avoir une personne au sein de l'État qui va promouvoir Gazprom et mettre en place les contrats. Et au final, ensuite, quand elle va finir son mandat, elle a déjà sa petite place au chaud au sein de l'empire Gazprom. Alors logiquement, la question que je me pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on met... faire Voilà, que faire comment est-ce qu'on met ces multinationales hors d'état de nuire Bon, évidemment, il y a plusieurs niveaux d'action. Si on prend par exemple le niveau international, on était ensemble à la COP26. On a d'ailleurs vu les manifestations de Extinction Rebellion devant JP Morgan pour dénoncer ce que vous disiez. Comment est-ce que vous accueillez par exemple toutes les annonces qui ont été faites à la COP26 de pays qui ont dit qu'ils ne financeraient plus d'exploration d'énergie fossile à l'étranger, les entreprises qui se sont engagées pour une neutralité carbone en 2050, etc. Enfin, les acteurs financiers, pardon. Je pense qu'il y a un seul chiffre qui compte, c'est quoi le résultat à la fin en termes de réchauffement climatique. C'est sorti très vite après les premières semaines de la COP, on est à 2,7 degrés, donc c'est un fiasco opérationnel malgré tous les effets d'annonce qu'il y a eu. Voilà, on n'est pas du tout dans le 1,5 degré qui était martelé depuis le début de la COP. Mais la dernière chose que j'ai vraiment envie de souligner et qui est en lien avec les criminels climatiques, on s'est aperçu quand même
qu'il y avait 500 lobbyistes des énergies fossiles qui étaient dans les couloirs de cette COP26 à Glasgow. C'était la plus grosse délégation, quoi. C'était une délégation qui était plus grosse que les 8 pays qui étaient en première ligne qui sont en première ligne du chaos climatique. Donc et il y avait des gens, moi j'ai regardé le listing, il y avait effectivement les gens de Gazprom, les gens de l'État saoudien, il y avait Total qui était là aussi, enfin ils étaient tous là, quoi. Donc ça met en lumière ces lobbies ce sont aussi rapport très présents au Parlement européen. Oui, exactement. Enfin, ça met vraiment à nu c'est quoi le rapport de force qui est existant aujourd'hui avec ces boîtes-là. Et on voit que la COP26, là-dessus, il y a un échec total. En tout cas, en termes de forme, de rencontres internationales, il y a vraiment quelque chose pour que ce soit des espaces beaucoup plus inclusifs et beaucoup plus démocratiques, en tout cas. Et en tout cas, il y a une attention particulière à avoir sur ces lobbies fossiles. Je pense que le résultat le plus tragique, c'est pour la première fois, alors, dans le mandat des COP, il n'y a pas les énergies fossiles. C'est quelque chose de complètement hallucinant. Là, pour la première fois, tout le monde était un peu excité quand on a eu la première version du pacte de Glasgow, où c'était notifié que les pays s'engagent à sortir des énergies fossiles. Il y a eu un lobbying des États, et je pense aussi des lobbyistes des énergies fossiles tellement intense que le mot « sortir » a été remplacé par « diminuer ». C'est pour dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais d'où les larmes du président. D'où les larmes du président à la fin. Si je devais donner une métaphore, en gros, c'est un peu comme si on était dans une maison qui était inondée. À cause de la baignoire, on avait laissé les robinets ouverts de la baignoire, par exemple, qu'on se réunissait tous pour dire bon, faut qu'on parle du dégât des eaux, de comment on va réparer ensuite la moisissure, etc., mais qu'on n'avait toujours pas fermé les robinets. Donc la chose la plus essentielle, c'est de stopper maintenant définitivement cette question-là, enfin les robinets des énergies fossiles, quoi. Et c'est le fameux. À la COP26, il y avait une expression qui tournait énormément, c'était « the elephant in the room », quoi. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas voir, mais qui est là tout le temps, enfin, qui est le problème central, le nœud central à toute cette. Et beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui disaient « keep it in the ground », garder les énergies fossiles dans le sol. C'est le fameux slogan des activistes, notamment anglo-saxons, c'est « keep it in the ground », laisser les énergies fossiles dans le sol. C'est la meilleure façon, même si on nous vend qu'on va planter des arbres pour stocker le carbone. En fait, la meilleure façon de stocker le carbone, c'est juste de le laisser là où il est. C'est la façon la plus sécure de ne pas le libérer dans l'atmosphère. Alors, à propos de robinet, justement, il y a aussi la question des financements. Vous citez plusieurs fois Lucie Pinson, qu'on a reçu ici sur Blast, qui est chez Reclaim Finance et qui se bat pour que, justement, on arrête de financer les énergies fossiles et qui négocie avec, justement, les institutions financières pour qu'elles arrêtent de le faire. Vous avez l'impression que ça peut être une solution qui peut marcher ou que... Je pense que c'est une solution, comme toutes les solutions, qui marche, mais qui ne marchera pas seule. Je pense qu'il y a vraiment un faisceau de stratégies, de pratiques de lutte à mettre en place. Donc, la stratégie de taper sur la finance, de mettre en lumière, c'est ce que fait très bien Reclaim Finance et Lucie Pinson, de mettre en lumière tous ces milliards d'euros d'argent public ou privé qui abondent ces grandes multinationales. C'est une stratégie extrêmement intéressante, extrêmement intelligente de couper les fonds. Mais je ne pense pas que ça suffise. Mais chacune des solutions ne suffit pas en elle-même. Effectivement, il y a la question de la justice climatique qui est extrêmement intéressante. C'est comment on peut commencer à imaginer des procès contre ces grandes multinationales. Il y a aussi toutes les pratiques, on va dire, beaucoup plus d'action directe, on va dire, tout simplement, de littéralement faire corps contre ces industries fossiles. On le voit qu'il y a de plus en plus de mouvements, notamment en Allemagne, qui vont bloquer les mines de charbon, les terminaux pétroliers, etc. Mais tout ça, indépendamment de l'un de l'autre, ne suffit pas. Je pense qu'il y a vraiment il y a un faisceau de lutte qui... le rapport de force face à ces mastodontes à établir est tellement immense qu'il faut prendre toutes les bonnes stratégies. Donc ça s'appelle des grandes marches climat, comme des actions directes beaucoup plus virulentes et qui vont vraiment essayer de bloquer cette industrie. Ça peut être des actions de mise en justice, ça peut être aussi des actions financières, quoi. Alors, on l'a vu justement avec la victoire du procès contre Shell aux Pays-Bas, que les actions en justice peuvent fonctionner. Qu'est-ce que vous pensez de la création d'un crime d'écocide ? Parce que finalement, on se dit c'est peut-être ça aussi le dernier recours, c'est d'avoir une sorte de tribunal climatique international qui juge ces entreprises à l'aune de ce qu'elles sont en train de faire à la planète, quoi. Et aux humains qui les habitent. Effectivement. Non, c'est en train de c'est en train de se passer aux États-Unis. Il y a un procès en cours, il y a des auditions en cours par rapport à Exxon. C'est des processus qui sont extrêmement longs.
c'est aussi des processus, bon là c'est vraiment le journaliste qui parle, qui sont vraiment intéressants, c'est-à-dire que ça permet d'ouvrir les archives de ces boîtes-là, ou en tout cas d'entrer vraiment dans le cœur du réacteur de ces entreprises-là et d'avoir comme ça toujours a été fait plus de documents. Total, Exactement, ça permet de vraiment découvrir l'ampleur du désastre et de leur plan. Donc effectivement, on commence à s'apercevoir qu'Exxon, même Aramco aussi, savait depuis 1965. Il y a un peu cette histoire, ce récit dominant qu'on nous raconte que, avec les alertes scientifiques, la création du GIEC, il y a une augmentation des connaissances scientifiques. En fait, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas du tout linéaire. Et ces boîtes-là faisaient déjà des études en interne dès les années 60-70. On s'est aperçu là, on l'a justement vu à l'automne dernier, que Total, c'est depuis 1971 qu'elle était au courant que ses activités industrielles avaient un impact assez immense sur l'atmosphère. Donc, à l'aune de ces chiffres-là, je pense qu'effectivement, il faut mettre en place des grands tribunaux criminels, ne serait-ce que pour, encore une fois, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ces questions des pertes et des dédommagements, vraiment cette question de la justice réparatrice. Comment, en fait, compenser ce que fait notamment Total sur le continent africain actuellement, au Mozambique, en Ouganda ou en République du Congo. Donc, à la fois pour prendre de l'argent, il y a vraiment cette question-là de taxer les riches de toute façon, donc il faut taxer ces grandes boîtes-là et prendre cet argent. Et puis essayer, encore une fois, oui, de faire ce grand tribunal climatique, parce que ce qui est intéressant, et c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas que ces boîtes-là qui sont responsables, c'est qu'il y a tout un écosystème à la fois étatique, avec des hommes politiques, et un écosystème financier qui est pleinement complice de ce capitalisme fossile-là. Donc pour moi, cette justice-là, c'est à la fois pour prendre de l'argent, pour réparer les dégâts, et vraiment mettre à nu, on va dire, les différents cercles de pouvoir de ce capitalisme mortifère. Et ce dont vous parlez justement, c'est aussi de sortir de l'écologie sans ennemis, de l'écologie qui responsabilise exclusivement les individus en leur disant arrêtez de manger de la viande, etc. Quand on voit ce qu'il y a à côté, vous critiquez justement les collapsologues qui sont un peu trop défaitistes selon vous. Dans votre conclusion, vous écrivez le combat pour le climat est au carrefour des luttes pour l'émancipation et vous parlez d'une écologie les mains dans le cambouis. Oui. Qu'est-ce que c'est une écologie les mains dans le cambouis? Bon, pour te répondre déjà à la question des collapsologues, c'est pas qu'ils sont défaitistes, c'est juste que la solution qui est proposée, pour moi, c'est un espèce de survivalisme bourgeois. C'est-à-dire que c'est vraiment des privilégiés blancs qui peuvent se permettre, en tout cas qui ont les conditions matérielles pour, on va dire, déserter les métropoles et cultiver leur jardin, quoi. Mais effectivement, la chance qu'on a, et pour rebondir aussi sur cette question-là de l'empreinte carbone ou la responsabilité individuelle, pour essayer de tisser des passerelles politiques, en fait, ce discours-là, il est pleinement dans la logique néolibérale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, au même titre que le sexisme ou le racisme, il n'est pas le produit de relations entre individus, c'est vraiment des constructions sociales, systémiques, sociales et historiques très, très profondes. Au même titre que les violences policières, c'est pas quelques moutons noirs au sein de la police, mais c'est vraiment systémique à l'institution. Le changement climatique, c'est la même chose. C'est pas la conséquence funeste des responsabilités individuelles de chacun. Il y a une vraie structure sociale autour qui est créatrice de ce chaos climatique. Alors effectivement, donc, malgré tout le désespoir et de tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'on a quand même une chance, c'est que le climat est vraiment au carrefour de toutes les luttes d'émancipation. En tout cas, c'est un carrefour des luttes pour l'émancipation. La question sociale, les Gilets jaunes nous l'ont vraiment montré, comment, en fait, 10% des plus pauvres la taxe carbone avait un impact 5 fois plus important sur les 10% les plus pauvres que sur les 10% les plus riches. Il y a un chiffre que Lucas Chancel est en train de montrer plus en plus, c'est que 1% des plus riches en France a un impact carbone 8 fois plus important que la moitié la plus pauvre des Français. Donc la question sociale, elle est vraiment déjà au cœur de ce carrefour-là. Et quand je parle et quand tu me dis c'est quoi l'écologie les mains dans le cambouis, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant qui est en train de se passer en ce moment dans la raffinerie de Grand Puy à Total, c'est qu'on a ces ouvriers-là qui étaient menacés d'un plan social parce que Total voulait mettre en place un grand plan de greenwashing pour cette raffinerie-là. Ils se sont mis en grève et le temps libéré par la grève a permis à ces ouvriers-là de se réapproprier leur outil de production et ils ont commencé à établir des liens avec pas mal de militants écolos pour dire bon voilà, on a nos mains sur cet outil de production, c'est nous les ouvriers qui sont les meilleurs connaisseurs de cet outil-là.
comment on peut réfléchir collectivement, quels sont les besoins sociaux de notre territoire pour transformer cette grande machinerie-là, pour produire à la fois déjà un salaire correct pour ces ouvriers-là, mais surtout des biens matériels qui sont nécessaires aujourd'hui, quoi. Ils pensent notamment, par exemple, à la construction, enfin la fabrication de matériel d'isolation pour les maisons, par exemple. Donc là, on est vraiment dans le concret avec les écolos, avec les ouvriers, à dire bon, on va s'atteler à ça, quoi. Qui est l'enjeu d'aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces structures. Qu'est-ce qu'on va faire, effectivement. Quand on parle de toutes les centrales à charbon, de toutes les... Il y a tout un imaginaire. Alors, je sais que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça a beaucoup abondé cet imaginaire-là, et moi y compris, de dire ce retour à la nature, ce retisser ce lien avec le vivant, etc., qui est extrêmement intéressant. Mais au-delà de cet imaginaire, je pense qu'il y a aussi tout un imaginaire à recréer, de dire qu'est-ce qu'on va faire de toute cette infrastructure fossile dégueulasse, qu'est-ce qu'on va faire de ces usines, de ces raffineries, de ces pipelines, etc. Il y a tout un nouvel imaginaire à recréer autour de ça. Mais pour terminer sur cette question-là du climat comme carrefour des luttes, effectivement, il y a ce truc-là du social. Et pour remettre un peu les moins dans le cambouis, je pense qu'il y a un point de jonction qui est extrêmement intéressant, c'est la question de la réduction du temps de travail. Et c'est quand même un des grands points qui est brandi par la CGT, la semaine de 32 heures. On est en train de s'apercevoir avec des études qui ont notamment été faites au Royaume-Uni que si on passait la semaine de 4 jours, c'est comme si on enlevait tout le parc automobile privé du Royaume-Uni, quoi. Donc en gros, si on passait la semaine de 4 jours, bon, déjà on serait tous heureux, on travaillerait mieux, et en même temps on polluerait moins, quoi. Donc il y a un point de jonction là entre écologistes et monde ouvrier qui est vraiment extrêmement intéressant, qu'on pourrait beaucoup plus travailler et mettre en avant, quoi. Après, je te parle de ça, mais il y a aussi la question féministe. On est en train de s'apercevoir que c'est une des études qui date de cet été, de l'été dernier, où on voit que les hommes émettent en moyenne 16% de plus de gaz à effet de serre que les femmes. C'était un institut suédois, exactement. Bon, là, la question de masculinité toxique, elle prend vraiment tout son sens, quoi. C'est vraiment les signes extérieurs de virilité comme la voiture ou l'alimentation plus carnée qui participent à ça. On sait aussi que durant les catastrophes climatiques, les communautés LGBT et aussi les femmes sont beaucoup plus vulnérables aux violences sexuelles et sexistes, quoi. Donc tout ça permet de vraiment faire un point de jonction des luttes. Il y a la question antifasciste aussi. On sait tous que Zemmour est un climato-négationniste notoire. Le GIEC, dans son dernier rapport, a fait des espèces de modèles de prévision. Un des modèles dit que si on continue sur l'accroissement des inégalités sociales et l'accroissement des nationalismes, on est vers du 3,5 degrés de réchauffement. Donc, on voit vraiment que militer ou combattre le racisme et le fascisme, c'est aussi une façon de briser le statu quo climatique. Donc, on a cette chance-là qu'entre cette perspective sociale, féministe, antifasciste, coloniale aussi. Tous les projets qu'on a pareil là en Chine ou de Total en Afrique montrent comment ils sont pleinement inscrits dans des logiques structurelles coloniales. Enfin, on voit vraiment comment tout ça est un carrefour important, et je pense qu'il y a un vaste front des énergies fossiles qui peut être créé pour essayer de renverser la vapeur, en tout cas créer un rapport de force avec ce capitalisme fossile. Merci beaucoup, Michael Correia, d'être venu sur Blast. Je rappelle, donc Criminel climatique, un livre passionnant, vraiment, aux éditions La Découverte. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin sous la vidéo. Pour que cette vidéo ait le plus d'impact possible et qu'un maximum de personnes comprennent qui sont ces criminels climatiques, n'oubliez pas de la liker, de la partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je sais, nous vous le répétons souvent, mais c'est essentiel. Notre survie dépend de vous. Alors, pour nous soutenir ou faire un don, même symbolique, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.